Alors bonjour à tout le monde, ravi de vous rencontrer grâce à cet atelier. Je suis ravie de mener cet atelier avec mes deux superbes collègues de Marrakech qui vont pouvoir se présenter. Bonsoir à tous. C'est une première, autant pour Cécile que pour moi. Donc, nous sommes enseignantes à Marrakech, à l'école Jacques Majorelle. Pour ma part, je suis enseignante au CP et je laisse la parole à Cécile, donc qui va. Oui, bonsoir à tous. Pour moi aussi, c'est la première fois, donc c'est un immense plaisir de vous présenter cette. Moi, donc, je suis enseignante en CE1, dans la même école que Sonia, évidemment. Et Et nous donc, avons eu la chance, donc, avec Audrey et bien d'autres personnes, de suivre donc cette recherche-action qui s'est déroulée au Maroc, à Casablanca particulièrement, avec Pascal. Et c'est toujours un grand plaisir de la retrouver. Et puis, bon, de terminer enfin non, peut-être pas la terminer, mais presque, presque la conclure, avec ce travail merveilleux que nous a permis donc cette recherche-action. Pouvoir vous faire partager cette fabuleuse aventure et vous donner peut-être des idées à mettre en place en classe. Voilà, c'était notre objectif aujourd'hui. donc, on va vous présenter ce que nous avons mis. C'est vrai que je ne me suis même pas présentée. Moi, je m'appelle Audrey Bertin, donc je suis conseillère pédagogique pour le réseau OSUI. Et donc, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir participer à la recherche-action avec Pascal Toscani et donc de travailler en collaboration et coopération avec notamment mes deux collègues de Marrakech. Et donc, nous avons mené une expérimentation sur l'attention. Donc, notre atelier, c'est quand les élèves partent à la recherche des clés de l'attention. Et donc, on va se poser les questions. Pourquoi s'intéresser à ces clés d'attention? Comment? Puisqu'en tant que pédagogue, il nous intéresse de comprendre et puis de mettre en place des outils dans nos classes. Et puis, on va vous faire part à travers notre expérimentation de quelques outils. Et tout ce que nous vous présenterons aujourd'hui, bien évidemment, sera partageable. Et donc, nous vous enverrons tous les documents si vous le souhaitez. Alors, pour ces 40 minutes de présentation, j'ai quelques distracteurs exogènes autour de moi, donc je vais me mettre dans ma bulle. Dans un premier temps, on va, pendant 2 petites minutes, parce que je pense que Pascal a dit énormément de choses sur la conférence précédente. Donc, l'attention, qu'est-ce que ça veut dire faire attention? Être attentif, point d'interrogation. On va vous présenter dans un deuxième temps le cadre d'expérimentation. Et donc, on va essayer de mettre en lumière justement l'enjeu de ce partenariat enseignant-chercheur. Sur le terrain, comment est-ce que ça se concrétise? Il nous paraissait intéressant de vous partager notamment des témoignages d'élèves, donc les élèves des classes de Sonia et Cécile. Et puis ensuite, on vous présentera également des outils, à la fois des outils que nous avons construits avec et pour les élèves, des outils aussi pour les professeurs, parce que on va donner des clés pour l'élève, mais aussi on va donner des clés pour nous pédagogues. Et puis ensuite, si vous le voulez, sur une cinquième partie, on échangera avec vous et on essaiera de répondre à vos questions. Alors l'attention, du coup, être attentif, on s'est rendu compte que c'est, point d'exclamation, que c'est un concept très complexe et justement, Pascal nous avait bien fait remarquer et pendant 3 ans, on a intégré que être attentif, c'était loin de faire attention et c'est vrai que souvent, et puis on s'y met bien évidemment dedans, on a des petits raccourcis avec nos élèves quand on leur dit sois attentif, concentre-toi, tu n'écoutes pas, fais attention. Mais est-ce que ce genre de remarque est vraiment porteuse et quand comprend l'élève et a-t-il justement les moyens de pouvoir porter son attention là où vous le souhaiteriez? Donc, ça a été notre questionnement de départ. Et donc, on s'est bien rendu compte que le système attentionnel, l'attention, en fait, ce n'est pas simple, c'est complexe, ça relève d'un système. Et donc, c'était tout sauf faire attention. Donc, on s'est rendu compte, comme Pascal nous l'a dit tout à l'heure, notamment que le système attentionnel, l'attention, c'est avant tout le traitement de l'information. Et donc, on va essayer de vous témoigner justement des éléments pour qu'est-ce que c'est être attentif. Dans un premier temps, ce que nous vous proposons, alors peut-être que certains l'ont déjà vécu, cette petite situation, on va vous faire vivre une courte vidéo
40 secondes. Et puis, vous voyez, ce sont des basketteuses. Et donc, on va vous demander, s'il vous plaît, de compter le nombre de passes que se font les basketteuses en blanc. Alors, la petite vidéo, elle est ici. Je pense qu'il faut que je... Donc, les passes que se font les joueuses en blanc. Et au bout de 40 secondes, du coup, on vous demandera, s'il vous plaît, de déposer dans le chat vos réponses. Et puis, peut-être que vous aurez quelques petites remarques à nous faire. Alors, est-ce que vous avez pu compter le nombre de passes justement que ces joueuses en blanc? Alors, on a du 10, on a du 11, on a du 12. On a du 13. Ah, Dia, elle nous dit non. Alors, est-ce que d'autres? Ah, j'ai vu le gorille. 15 un gorille. 9, mais difficile de rester attentif. Je ne joue pas, je l'ai vu passer. Alors, on s'aperçoit déjà de la multitude de réponses différentes. Certains ont vu le gorille, d'autres sûrement ne l'ont pas vu. Je la connais aussi. Alors, ce qui nous intéressait, c'était de vous montrer justement que déjà, on n'est pas d'accord sur le nombre de passes. Alors oui, en effet, il y a 16 passes. Ceux qui ont vu le gorille quelque part, eh bien, ils n'ont pas pu être en capacité de donner le nombre de passes. Et puis, ceux qui connaissaient la vidéo, est-ce que vous avez remarqué à un moment donné que le rideau a changé de couleur? Est-ce que vous avez remarqué également qu'une joueuse en noir était sortie de la scène? Donc, on se rend bien compte que lorsque notre attention est fixée sur la consigne que je vous avais donnée, soit on est sur le comptage de passes entre les joueuses en blanc, et puis on ne voit pas le gorille. Et puis ceux qui connaissent la vidéo ont vu le gorille et du coup ont attendu quelque part le gorille, n'ont pas pu compter le nombre de passes et peut-être n'ont pas vu le changement de rideau et puis le fait que la joueuse en noir sorte de la scène. Donc voilà, donc cette vidéo, on ne va pas vous la montrer de nouveau, vous l'aurez sur le diaporama, mais tout ça, c'était pour vous montrer la complexité. Et donc, si je vous avais dit, faites attention, comptez le nombre de passes, est-ce que ça vous aurait vraiment aidé? Pas sûr. Voilà, donc l'idée, c'était de vous montrer qu'est-ce qu'on peut amener aux élèves, quel est notre rôle en tant qu'enseignant pour justement donner des clés aux élèves, qu'ils puissent quelque part prendre le contrôle de leur attention et du coup être beaucoup plus efficace en classe. Alors Loïc pose la question, être attentif, c'est avoir le bon nombre de passes ou voir le gorille? C'est une excellente question. Ben, cette question, peut-être que par l'expérimentation qu'on a fait avec les enfants, vous aurez la réponse. Donc on va attendre, allez, on va vous demander d'attendre quelques minutes pour avoir donc une réponse déjà. Alors voilà, l'idée Clélia, c'était bien évidemment, nous, comme vous nous dites 15, 16, pour nous, ce n'est pas important. L'idée vraiment, c'était de vous montrer en quoi le système attentionnel est quelque chose de complexe. L'attention fait partie d'un système et en fait, quand on parle d'attention, quelque part, on voit qu'il y a plusieurs structures qui sont sollicitées. La mémoire, les émotions, l'inhibition, également des bases neurales de l'apprentissage. Donc, on voit que c'est un système complexe et donc, quand on dit à un élève fais attention, concentre-toi, quelque part, on ne lui donne aucune clé. Donc, nous, l'enjeu de cet atelier, c'est de vous partager notre toute petite expérimentation où on a justement essayé de didactiser quelque part le système attentionnel pour que les élèves puissent construire des outils et quelque part devenir autonomes par rapport à leur attention.
Donc, en fait, pour nous, comprendre l'attention, quand je dis nous, nous professeurs, nous pédagogues, pardon, c'est être bien conscient que c'est différent de faire attention, sortir de ces raccourcis qui nous amènent souvent à dire à nos élèves sois attentifs ou pas assez attentifs, par exemple. C'est également montrer que, prendre conscience que ça a une influence sur l'apprentissage et que l'attention est tout simplement un processus cognitif. Et du coup, ce processus cognitif est quelque part non conscient, mais même s'il est non conscient, justement, on peut le contrôler. Et donc, l'idée vraiment de notre expérimentation, je le redis, c'est donner les clés à nos élèves par rapport à ce système attentionnel. Et donc, c'est l'expérimentation que nous allons vous partager. Donc, je vais laisser la parole à mes deux collègues qui vont présenter l'expérimentation. Donc, l'expérimentation, on en a parlé rapidement au début, mais ça s'est déroulé sur 3 ans. Donc, avec la collaboration de Pascal Toscani. Nous étions une quarantaine d'enseignants qui étions majoritairement au Maroc. Et nous étions des enseignants aussi bien du premier degré que du secondaire. Et nous avons, pendant la première année, d'abord beaucoup lu. Pascal nous a mis à disposition toute une bibliographie qui était assez importante. Donc, la première chose qui était importante à ses yeux, c'était cette collaboration entre un scientifique chercheur et des enseignants qui étaient sur le terrain. Donc, ces scientifiques ont besoin de savoir ce qui se passe dans les classes et qui de mieux placé que nous. Donc, c'était cette collaboration que nous avons mis en place pendant 3 ans. Dans la première année, nous avons beaucoup lu, nous avons réfléchi et nous avons sélectionné. Nous avons sélectionné parce qu'on pouvait partir très très loin, bien évidemment, sur différents thèmes. Et nous nous sommes mis d'accord finalement pour travailler sur l'attention et sur les... Donc, les 40 personnes qui étions là, nous nous sommes dispatchés en groupe. Certains ont travaillé sur l'attention, d'autres sur les émotions. Nous, personnellement, et ce soir, on va vous parler du travail qui a été fait sur l'attention et notamment en cycle 2. Voilà, tout à fait. Alors, lors de la deuxième... au cours de la première année, donc, on a déjà imaginé l'outil. Une fois qu'on avait les concepts en tête, on a imaginé l'outil qu'on allait justement créer pour travailler sur le système attentionnel. Et puis, donc, courant de la deuxième année, on a testé l'outil avec la classe pour pouvoir après l'ajuster et vraiment le mettre pour pouvoir l'ajuster et le mettre en pratique lors de la troisième année et réaliser une évaluation. Donc, l'évaluation a été portée sur un échantillonnage d'enfants. On a repris 12 élèves, 6 garçons, 6 filles, répartis en fonction aussi de soit c'est parce qu'ils étaient des enfants qui n'avaient aucune difficulté d'apprentissage, ou ça pouvait être des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage mais qui étaient volontaires, ou encore des difficultés d'apprentissage et de comportement et qui n'étaient pas volontaires. Et donc, on s'est aussi basé sur leur âge, si c'était début d'année ou fin d'année. Donc, voilà sur quoi s'est portée l'évaluation, mais on vous parlera d'évaluation plus tard, sur quels critères, en fait, on s'est basé. Donc, cette évaluation était nécessaire à Pascal, justement, pour pouvoir, après, faire un travail de synthèse par rapport à cette recherche-action. Alors, et cette phase d'évaluation était prévue l'année dernière, en 2020, donc à partir de février jusqu'à juin. Et bon, la situation inédite ne nous a pas permis d'aller jusqu'à justement cette phase d'évaluation, mais l'expérimentation a été quasiment terminée dans l'ensemble des classes. Donc, c'est ce que nous allons vous témoigner aujourd'hui. Notre expérimentation, en fait, elle est partie d'un tapis à compter. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon fond. J'en profite pour souligner et pour remercier Laurent Revel, enseignant dans une école dans le Gers, à Auch, qui a
a compris notre projet et donc grâce à lui a pu dessiner notre tapis à compter. Donc pour nous, ce tapis à compter était un outil très intéressant au service de l'engagement et quelque part, ce tapis à compter a été le fil conducteur de toute l'expérimentation. Puisqu'en fait, grâce à l'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon, nous avons pu amener les élèves à relever des défis, à explorer et à expliquer par différentes étapes, quelque part, l'ensemble des différentes structures qui relèvent du système attentionnel. Donc, ça nous paraissait intéressant d'avoir ce fil conducteur du tapis. Et puis, vous verrez tout à l'heure, Cécile et Sonia vous présentera, ce tapis à compter nous amène à relever des défis pour justement libérer notre cerveau, ce cerveau qui au départ est en cage et il est même cadenassé. Puis ensuite, dans le cas d'une scénarisation explicite, les élèves sont amenés à appliquer dans le quotidien de la classe, puisqu'au fur et à mesure de la construction, de l'avancement du projet, ils construisent des outils, ils construisent des clés qui sont immédiatement réinvestis dans la classe avec l'aide de pairs, avec l'aide des collègues. Et puis ensuite, une phase qui nous paraît primordiale pour que les enfants puissent commencer à devenir autonomes par rapport à ces clés, c'est des temps de réflexion, de partage, de façon à pouvoir justement formaliser les premières découvertes, les premiers savoirs et savoir-faire, et notamment grâce à ce jeu de clés que les élèves sont en train de construire. Alors, bien évidemment, quand on s'est lancé dans cette expérimentation, bien évidemment, avec l'étayage et l'aide de Pascal, il nous a paru nécessaire de se fixer des objectifs, des critères de réussite, et puis au regard de ces critères de réussite, du coup, donc vous voyez sur la gauche les 6 critères de réussite qui correspondent quelque part aux 6 structures du système attentionnel. Et au regard de ces critères de réussite, eh bien, nous avons essayé de poser, alors c'est un exercice pas forcément facile, nous avons essayé de poser des indicateurs simples de façon à pouvoir nous s'assurer de la réussite ou pas et de l'atteinte de nos objectifs au regard de la réussite de nos élèves par rapport aux différentes clés du système attentionnel. Donc voilà, donc là nous avons posé les différents éléments et tout ceci bien évidemment sera partagé si cela vous intéresse. Allez, l'expérimentation les filles, on y va? On est parti. On est parti. Alors, donc voilà, donc on est parti et voilà ce qui s'est passé donc sur le terrain. Et comme le disait Cécile il y a un moment, donc la première année, on a conçu notre projet. La deuxième année, on l'a mis en place dans les classes, mais pour ajuster, voir ce qui n'allait pas, voir ce qui était peut-être trop compliqué. Troisième année, donc, on a pu expérimenter et faire un retour à Pascal de ce qui se passait donc, dans nos classes. Alors, Cécile, juste un arrêt parce que je vois les commentaires dans le chat. En fait, du coup, je pense que je suis allée un peu trop vite. Je suis désolée. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, je vois déjà des petites réponses, pouce index majeur. En fait, vous allez voir là, c'est les différents éléments qu'on va traiter qui relèvent du système attentionnel. Donc, le PIM, c'est perception, intention, manière d'agir. Le système 1, 2, 3, on va vous l'expliciter puisqu'on va vous faire vivre une situation. Puis ensuite, le troisième élément du système attentionnel, ça relève de la compréhension de l'importance de la motivation. Tout à l'heure, vous m'avez entendu dire il faut que je me mette dans ma bulle parce qu'il y a des distracteurs exogènes. Il est intéressant aussi de donner les clés aux élèves par rapport à ces distracteurs qui peuvent être exogènes ou alors endogènes. Comprendre aussi l'importance de la biorhythmicité, ça fait partie de ces facteurs de l'attention. Et puis ensuite, le rôle très important de la mémoire de travail. Voilà, donc ces 6 éléments. Du coup, c'est Agnès et Raymond. Nous allons... Pardon, Cécile? C'est le diapo peut-être. Voilà, on va tout vous expliciter. Hop, excusez-moi si je suis allée trop vite. Donc là, voilà, on les voit en situation justement autour du tapis à compter, lorsqu'on raconte l'histoire qui est tournée autour de ce petit garçon, Hugo, justement, qui est confronté à des difficultés. On n'arrête pas de lui dire, sois attentif, il se rend compte qu'il n'est pas toujours présent, qu'il ne fait pas correctement les choses, et donc il est bien malheureux. Et tout d'un coup, Supergirl arrive et lui propose d'aller découvrir les clés de son cerveau en lui montrant donc l'île au cerveau. Et donc, en fait, toute l'histoire du tapis à compter est autour de Hugo et Supergirl qui va l'aider à relever ces 6 défis avec justement, comme on voit sur la photo, notre cerveau qui est en cage. Et donc, chaque défi qui sera relevé
permettra donc de libérer une clé. Donc, bien sûr, le projet il est très ludique. Hein. On a affaire à des enfants de cycle 2. Donc, ce cerveau, il y a en cage, il y a les 6 cadenas. Eh bien, on ne pourra déverrouiller les cadenas que lorsque les défis seront surmontés. Et donc là, justement, comme l'a cité tout à l'heure Audrey, on va découvrir le défi, donc la clé de la motivation, la clé de la distraction, la clé du temps liée à la biorythmicité, la grande clé de la mémoire, les clés 1, 2, 3, donc le système 1, 2, 3 et le passe-partout qui est le PIM. Donc, pour commencer, ce fut le défi motivation. Donc là, les enfants se retrouvaient avec des puzzles. Certes, il y avait donc des groupes qui avaient des puzzles de 15 pièces et de 30 pièces, avec ou sans modèle. Et donc, ils avaient un puzzle. Et ensuite, ils devaient aller se positionner sur une grille pour expliquer s'ils étaient fiers, parce s'ils étaient fiers, s'ils avaient réussi, ou s'ils n'étaient pas fiers, s'ils étaient fiers et s'ils avaient aimé faire l'activité, ou s'ils n'étaient pas fiers, n'avaient pas aimé. Et donc, ça permettait de les situer sur cette grille. Et en fait, il y a eu très peu d'enfants qui se sont positionnés. Il y en a eu quelques-uns qui n'étaient pas forcément fiers parce qu'ils n'avaient pas réussi, mais c'était vraiment très limité. Et ce qui en est ressorti, c'est que en fait, les enfants se positionnaient plutôt positivement sur cet axe parce que d'abord, ils avaient travaillé ensemble, ils étaient donc en coopération, que même si la tâche était difficile et qu'ils n'avaient pas réussi, ils étaient quand même contents d'avoir travaillé là-dessus ensemble et qu'ils avaient aimé faire cette activité. Alors après, ceux qui avaient dans les 2 ou 3 qui ont pu dire qu'ils n'avaient pas aimé, c'est peut-être parce que ça ne s'était pas bien passé dans le groupe, peut-être parce qu'ils n'avaient pas vraiment trouvé la motivation justement pour réaliser la chose. Donc, le fait d'avoir déjà une consigne simple, ils savaient déjà ce qu'ils devaient faire. Donc, il n'y avait aucun enfant qui était perdu par rapport à la consigne. On devait refaire un puzzle, quel que soit le nombre de pièces, avec ou sans modèle. Et après, quand on a fait un petit peu des statistiques, on a vu que sur une classe de 29 élèves, c'était à peu près 2 élèves qui étaient plutôt mécontents de leur travail. Sinon, tout le monde était motivé, tout le monde était content. Et ce qui ressortait en majorité, c'était que ce travail de groupe leur a permis vraiment d'être beaucoup plus confortables par rapport à la tâche. Et donc, de là, c'était donc l'idée de leur faire sortir qu'est-ce que c'était que la motivation. Donc, voilà pourquoi ils avaient remporté le défi de la motivation. Et donc, comprendre que pour pouvoir être motivé, mais il faut comprendre pourquoi on fait quelque chose. Donc, connaître l'objectif et puis comment faire pour réaliser l'objectif. Et donc, à partir du moment où l'enfant est capable de répondre à ces 2 objectifs, il sera en mesure d'être motivé à la tâche. Et je rajoute un élément que Pascal Toscani a dit tout à l'heure. La motivation est un phénomène biologique et parce qu'il est lié aussi à notre système de récompense. Donc, l'enfant, il était vraiment motivé à faire l'activité parce qu'il avait envie de réussir ce puzzle. Et donc, ça a permis de développer aussi cette hormone qu'on appelle la dopamine. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que nous avons expliqué aux enfants ce système de dopamine. Alors, bien évidemment, toujours avec des petits personnages, avec des petites gélules qu'il avalait. Et ils étaient en mesure, à un moment, de dire moi, je crois que là, il y a de la dopamine qui est arrivée dans mon cerveau. La petite fille est capable, avec ses mots, de nous dire que quand la dopamine va être sécrétée par notre corps, on va être motivé, on va être plus apte à faire un travail avec plaisir. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, on sent qu'un enfant, de lui-même, il est capable d'expliquer ce qui se passe dans son corps à ce moment-là. Alors, donc ça, c'était pour le premier défi, pour emporter la clé de la motivation. Lors du deuxième défi, donc les enfants ont été à nouveau répartis donc, en équipe et ils devaient donc découvrir le classement d'une course de bateau, de pédalo, de nage. Et pour cela, donc, c'était toujours dans le milieu de notre bateau pirate où les enfants, donc, il y avait des noms un peu particuliers et ils devaient donc dire qui était arrivé en premier, en deuxième, en troisième, etc. Et donc, la première fois, on explique le défi. La deuxième fois, on leur donne un autre défi, mais avec un distracteur. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une vidéo qui passait. Et la troisième fois, il n'y avait pas de distracteur. Et à chaque fois, donc, les enfants devaient compléter un petit tableau pour dire si la tâche avait été réussie,
si ça avait été facile ou s'ils avaient été gênés, et s'ils avaient été gênés par quoi. Et donc, pour vous donner un exemple de défi, c'était, pour vous plonger un peu dans ce monde de Hugo et de l'île au cerveau, c'était Rodolphe le Borgne a gagné la course, Rackham le Vert est arrivé dernier, Ben le Rouge est juste devant, Rackham le Vert et Mafalda la balafrée est arrivée seconde. Et donc, ils devaient répartir les personnages dans l'ordre. Et donc, une fois que chaque défi avait été réalisé, c'était donc pour mettre en évidence pourquoi, justement, quand ça n'avait pas été réussi, et si ça avait été donc difficile et s'ils avaient été gênés, d'expliquer pourquoi et donc de mettre en lumière qu'il y avait des distracteurs qui pouvaient nous empêcher à accomplir une tâche. Et donc les distracteurs, là, c'était vraiment projeté au tableau. C'était un dessin animé, bien évidemment, on avait choisi quelque chose d'attrayant. Un dessin animé avec du son, en sourdine quand même. Et donc, juste pour vous expliquer que bien souvent, les enfants venaient nous voir à notre bureau et nous disaient « Maîtresse, s'il te plaît, tu peux mettre le son un petit peu plus fort, on n'entend pas bien ton dessin animé. » Donc, c'était amusant à entendre et c'était amusant aussi de les observer parce qu'il y avait certains enfants qui étaient alors complètement sur la tâche et absolument pas attention à ce qui se passait autour d'eux, mais une grosse majorité quand même était attirée par ce dessin animé. On avait même pensé à un moment donné, la deuxième année, lors de l'expérimentation test, de leur dire, la troisième fois, on va leur dire, non, vous n'allez pas en récré, vous continuez à faire vos défis et de laisser quand même les rideaux ouverts pour qu'ils voient les autres camarades jouer. Finalement, on a adapté ça, on a dit non, quand même pas. Mais ça a bien marché, ça a été très, très, très révélateur. Et pour l'enfant, ça a été très parlant de voir que finalement, effectivement, je peux regarder par la fenêtre un oiseau qui vole. Et là, du coup, je ne suis plus du tout dans la tâche que la maîtresse m'a demandé. Je ne suis plus du tout en classe, finalement. Son cerveau est parti ailleurs. Et là aussi, donc, cette expérience leur a permis de comprendre donc, ce qu'était la distraction. Et donc, pour illustrer le schéma, donc, voilà, donc suite à l'explication du schéma que vous avez vu précédemment, on avait donc les lettres qui étaient affichées en classe et ça permettait aussi à chaque fois à l'enfant de pouvoir situer où se trouvait sa baisse d'attention. Donc, par exemple, est-ce que c'était un problème c'était son regard qui était parti, ou est-ce que c'était sa posture qui n'allait pas, ou est-ce que dans l'étirement, il va aller chercher la gomme qui est tombée. Donc, on essayait, donc, notre rôle ici, c'était de les sensibiliser à ce qu'ils prennent conscience du distracteur, en fait. Voilà. On en parlera un petit peu plus loin avec les outils pour l'élève. Exactement. Et donc, voilà, ils devaient juste après, c'était les aider à savoir qu'est-ce qui les distrayait et pourquoi, ce qu'ils devaient faire. Ensuite, on a travaillé sur la biorhythmicité. Il était important de faire comprendre à l'enfant que l'hygiène de vie, on va dire, était importante, mais que, pareil, au niveau de notre corps, au niveau biologique, on avait cette horloge interne qui faisait fluctuer un petit peu l'énergie qu'on pouvait avoir dans la journée. Donc, on a commencé par repérer quels étaient les signes du sommeil. On a travaillé sur 2 vidéos, un petit film d'animation qui nous permettait de voir un petit peu les différents cycles durant le sommeil. On a construit en classe le train du sommeil et ils ont été en mesure de comprendre qu'il y avait ce temps d'endormissement, qu'il y avait ensuite ce sommeil léger, puis un sommeil beaucoup avec les caractéristiques de chacun et enfin un sommeil paradoxal qui, lui, était leur préféré puisque c'était ce fameux sommeil qui nous permettait de rêver. Donc ça, sommeil paradoxal, ça a été très, très vite enregistré et le rêve revenait régulièrement. Ensuite, on a travaillé sur cette horloge qu'on a fait construire aux enfants, qui est là sur votre écran, avec, bien sûr, les différents moments de la journée, mais on a aussi pointé sur cette horloge les moments, surtout les moments de classe, où l'attention allait descendre, où notre énergie allait descendre, tout simplement parce que les variations de température de notre corps allaient faire qu'à un moment donné, effectivement, on allait être moins performant. Et ces 2 moments principaux dans la journée d'un élève à l'école, c'est la fin de la matinée, à partir de 11h à peu près,
et en début d'après-midi. Et nous, enseignants, à ce moment-là, on a compris qu'il était important de fabriquer ou de concevoir nos emplois du temps en fonction. Un enfant qui a un coup de pompe à 11 heures jusqu'à midi, midi 30, heure à laquelle il est encore en classe, et au retour de la maison, eh bien, c'est normal que cet enfant soit un peu fatigué et peut-être à nous, eh bien, d'ajuster, on va dire, les activités qu'on va faire à ce moment-là. Voilà. Donc, il y a bien sûr des pics attentionnels qui sont plus importants et il faut en profiter. C'est là où la température du corps va être un petit peu plus élevée et c'est là où peut-être il serait envisageable de prévoir des activités un petit peu plus, on va dire, entre guillemets, coriaces. Voilà. Qui demandent plus d'énergie. Donc, la clé, une fois qu'ils ont compris ça, ils vont avoir donc cette clé qui leur fait comprendre pourquoi ils se sont fatigués et qui soit en mesure aussi de nous dire à nous, ben, maîtresse, et ça on le faisait en classe régulièrement, avec la main, comment je suis en ce moment, est-ce que ça va, est-ce que c'est moyennement ou est-ce que vraiment je suis très fatiguée et j'ai du mal à faire la tâche que tu me demandes parce que je ne suis pas au top de ma forme. Et d'expliquer pourquoi justement, à cause de quoi c'est dû, de pouvoir réajuster et l'horloge justement leur servait à avoir ces points d'attention. Donc ensuite, la clé, le défi suivant, c'était donc de leur faire découvrir le rôle de notre mémoire dans notre système attentionnel. Donc ici, ils avaient comme consigne de compter le nombre de carrés. Bien entendu, ils étaient capables de répondre à cette consigne. La deuxième consigne qu'on leur a donnée, mais là par contre, les formes étaient cachées, c'était de nous dire combien il y avait de formes de couleur jaune. Alors bien évidemment, là, c'était difficile pour eux de répondre. En effet, parce que lors de l'étape 1, la mémoire de travail avait focalisé l'attention sur la consigne qui était en plus très claire et ce qui n'était pas utile. Donc, ce qui n'était pas utile avait été mis de côté et donc n'a pas pu être réutilisable pour répondre à la consigne numéro 2. Donc, en fait, quand ils ont dû compter le nombre de carrés lors de la première consigne, ils ont complètement fait abstraction de forme jaune ou de voir combien il y avait de triangles bleus, etc. Donc, ils avaient vraiment focalisé leur attention. Du coup, ils n'ont pas pu répondre à la consigne numéro 2. Et on peut faire référence à la vidéo que Audrey nous a montrée tout à l'heure sur les basketteurs. Et peut-être répondre, je pense que c'était Loïc qui avait dit, qu'est-ce qui était le plus important? Est-ce que c'était le gorille ou le nombre de passes? Eh bien voilà, là, ça illustre au niveau d'une classe. Tout dépend de la consigne qu'on va donner à l'enfant. Et c'est là où on doit aussi, nous, se remettre en question, à savoir, attention à la double tâche. Et ne pas demander à un enfant l'impossible, c'est-à-dire s'il est fixé sur le nombre de formes carrées, on ne peut pas lui demander plus tard, ben, dis-moi combien il y avait de formes orange ou de formes. Va être vraiment centré sur la première tâche, sur ce qu'il a entendu en premier, ce qui était important pour lui. Donc, nous aussi, on l'a fait tout à l'heure avec les passes des basketteurs. Là, chez Theta. Les passes des basketteurs noirs, ben, on a zappé complètement. Le gorille, certains l'ont zappé. Et alors, le rideau, encore moins, quoi. Juste, je ne sais pas si vous voyez, donc ce sont des élèves de cycle 2 et vous voyez des formes hexagonales. Alors, en fait, ce n'est pas qu'on a focalisé sur des formes hexagonales pour des élèves de cycle 2, mais ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'est de montrer aux élèves, justement, le lien entre la mémoire de travail et l'attention. Donc, on avait essayé par cette expérimentation aussi, il y avait une petite diapo on avait fait un petit montage pour montrer justement que lorsque l'élève reçoit une consigne, donc il reçoit une information, il va enregistrer, par exemple, la consigne donne le nombre, par exemple, de formes hexagonales, donc il va enregistrer la consigne dans sa mémoire de travail, donc il enregistre, et du coup, sa mémoire de travail va diriger son attention pour récupérer justement des informations qui vont l'amener à traiter. Donc, les formes hexagonales, ça avait juste été vu justement un peu avant et ça avait été au cœur d'un affichage créé par les élèves. Et donc là, l'idée, c'était de montrer aux élèves, tu as enregistré la consigne, ta mémoire de travail, en fait, va t'indiquer comment traiter l'information. Donc, en fait, la mémoire de travail va diriger l'attention. Soit j'ai déjà enregistré et je sais donc l'information est dans ma mémoire à long terme, donc je sais par exemple repérer des triangles et nommer le nombre de triangles,
ou si je ne le sais pas, je vais, grâce à ma mémoire de travail qui dirige mon attention, elle va aller diriger l'enfant vers les affichages et donc l'élève va pouvoir aller se référer à des ressources externes. Donc, c'était ça aussi qui nous paraissait intéressant, c'est d'amener les élèves avec un langage adapté, avec des petits schémas aussi, à comprendre justement le rôle de cette mémoire de travail par rapport à leur attention. Voilà. Et donc, une fois qu'ils avaient réalisé tout ceci, du coup, ils délivraient le cerveau, le 4e cadenas. Et donc, si ils réussissaient, donc ils récupéraient la clé. Et donc, cette clé de la mémoire de travail, on indiquait à l'élève, ben, pour t'aider, tu vas pouvoir relire la consigne et du coup, t'aider des outils pour y répondre. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir des référentiels explicites dans la classe, que ce soit des cahiers outils, que ce soit des affichages en classe, voilà. Donc, cette clé de la mémoire aussi nous paraissait importante à construire avec les élèves. Audrey, oui. Je me permets de réagir parce que là, en regardant un petit peu le chat, justement, on nous demande les références des 2 vidéos sur le sommeil, ben on les communiquera. Et il y a une question concernant les biorhythmes. Ce qu'on pense justement de la journée continue en maternelle et primaire de 7h45 à 12h45 qui se passe en Côte d'Ivoire avec 2 récréations. Donc, alors nous, ouais, si tu veux répondre, Cécile, vas-y. Moi, je te remercie. Alors, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal, sauf que Pascal, j'essaye de faire une réponse au secours. Non, l'idée, c'est vraiment je ne vais pas répondre à côté, je ne tape pas en touche. Je ne dis pas ça parce que j'étais basketteuse dans une vie antérieure. L'idée, c'est de rendre quelque part l'élève conscient de tout ce qui se passe. Alors, ce qui s'est trouvé dans d'autres classes où l'expérimentation a été menée, c'est que les élèves ont très bien compris l'emploi du temps et l'emploi du temps. Dans certaines écoles, on ne peut pas faire de journée continue, on ne peut pas. L'idéal d'un emploi du temps serait justement d'exposer tout ce qui, des fois, est présent dans les écoles. Mais ça, on ne peut pas, on a un cadre à respecter. Mais les enfants, des fois, nous disaient maîtresse, là, je peux pas travailler parce que tu vois, mon horloge me montre que. Donc, les élèves repéraient et comprennent bien tout ceci. Et pour le coup, on le tournait à l'inverse en disant oui, en effet, là, en effet, tu vas avoir un coup de mou, tu vas avoir une baisse de régime. Donc, c'est pour ça que là, allez, on va essayer de faire soit des activités un peu plus légères, qui demandent moins d'attention, moins d'énergie. Mais justement, quand l'élève prend conscience qu'à un moment donné, il est peut-être un coup de mou et que du coup, il a plus de mal à faire la tâche, et bien quelque part, c'est normal. Et donc, va être peut-être, avec cette prise de conscience, va essayer de surmonter. Et puis, peut-être on va proposer surtout comme le disait tout à l'heure Sonia, des tâches moins coûteuses. Voilà, par exemple, de la lecture en fin de matinée ou en tout début d'après-midi, peut-être que ce n'est pas le meilleur créneau. Voilà. Pardon, je rebondis, Audrey, là-dessus. Il y a des choses qui sont gravées, nous, enseignants, dans nos mémoires par rapport à ce que nous a apporté Pascal, et notamment le fait qu'il est important dans une journée d'écolier de leur donner des temps de repos, des temps de 100% je ne fais rien, de leur permettre pendant 10 minutes, au moins 2 fois dans la journée, pendant 10 minutes, de leur dire stop, on ne fait plus rien. Sur les grandes classes, ne plus rien faire, ça peut être un petit peu de lecture plaisir, hein, où chacun prend un bouquin et tout. En cycle 2, moins, notamment au CP, au CE1, où l'enfant est encore en train d'apprendre à lire et ça va demander un effort cognitif important. Donc, ça peut être simplement un mandala, ça peut être je mets ma tête sur la table et je me repose pendant 20 minutes, mais je ne fais rien, je ne discute pas avec mes camarades, je ne suis pas sollicitée par des images, mais je me repose carrément. Et par expérience, le fait d'avoir fait ça, on retrouve au bout de 10 minutes des enfants qui sont de nouveau prêts à partir sur des apprentissages. Donc, peut-être qu'au début, on a l'impression, et bien sûr, nous, on est passé par là au tout début, de perdre du temps. On se dit non, mais c'est pas possible. 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi, ça fait 20 minutes dans la journée et on est en train de compter en tant que comptable et non plus en tant que vraiment enseignant bienveillant. Et le fait d'avoir fait cette expérience, de leur laisser ces 10 minutes plusieurs fois dans la journée, faisait que finalement, eh bien, à la fin de la journée, on était beaucoup plus efficace. Exactement. Et un grand merci à Delphine qui, dans le chat, témoigne qu'aujourd'hui, en conseil de coopération, un élève
propose des temps de sieste. Donc, nous cherchons quand et comment. Le nous cherchons est assez merveilleux et un grand merci parce que justement, prenons aussi appui sur ce que vivent les élèves, les retours, et ils ont sûrement des propositions à nous faire qui sont fort intéressants. Et ces temps de repos, justement, ne sont pas des temps perdus comme l'a très bien explicité Sonia. Allez, on va les faire un petit peu jouer. Oui, eh bien, le système 1, 2, 3 qui avait l'air de vous intéresser tout à l'heure, eh bien, on y va, on y rentre, c'est à vous. Alors là, il va falloir que vous chauffiez vos doigts, prêts à répondre dans le chat, parce que ce sont des petits exercices, des petites activités très très simples, donc il va falloir répondre rapidement. Alors on ne met pas un chrono avec un sifflet, bien évidemment, sinon ça provoquerait un stress. Mais du coup, voilà. Vous êtes prêts? On y va? C'est parti. Les filles, prêtes? Go, go, go. Allez. Ouais, Mylène, vous n'avez même pas besoin de lancer la consigne, les filles. Moi, je vois. Bon. Oh, bravo à tous. Hein. Bravo à tous. Bravo, vous êtes forts, vous avez travaillé dur comme des grands mathématiciens. On passe à l'énigme number 2. Il faut savoir que ce sont des énigmes qui étaient à destination justement des élèves de cycle 2. Hein. Donc là, une petite énigme 2. Arthur et Zoé ont pris tous les biscuits dans cette boîte. Zoé en a pris 2 de plus qu'Arthur. Combien Arthur a-t-il pris de biscuits? Et combien Zoé a-t-elle pris de biscuits? Oui, pour la réponse, on vous propose de mettre A avec le nombre de biscuits et puis Z pour Zoé et son nombre de biscuits. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous avez 15 secondes. Finalement, on voit que vous êtes fort. Ouais. Ok. Alors, les filles? La majorité des réponses sont pas mal, mais bon, on a affaire quand même à un public qui a dépassé le cycle 2 depuis déjà quelques temps. Ah, c'est dur. Oui, merci, Jérôme. Merci. Il est bon public, Jérôme. On n'a pas vu ta réponse, Jérôme. J'ai mis Arthur 2, Zoé 4. Bien, c'était la bonne réponse. On va te recycler. Super. C'est parti pour l'énigme numéro 3. Allez, où est mon chat? Allez. Donc, 5 petits chats. On attend vos réponses. Hop, 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 je devrais cacher le... Allez, on a du Filou. Filou. On a du Paquito. Paquito. Filou, Filou. Filou. Jérôme, ta réponse. Monsieur Zemmour, on n'a pas vu vos réponses depuis tout à l'heure. Oui. On va nommer. Ah. Pistache. Pistache et Filou. Ah oui, Paquito. Ok. Bien. Bien, ben écoutez, on va peut-être donner la bonne réponse, non? Tu l'as, Audrey? Tu l'as, Audrey, la bonne réponse? Je ne sais pas. Paquito? Est-ce que c'est Paquito? Eh bien non, ce n'est pas Paquito, ce n'est pas Paquito. Et vous voyez que là, on a deux petits personnages, donc un cerveau qui part vraiment... c'est un grand sportif, celui-là, il se dépêche, c'est un sprinter. Et puis, il y a au chapeau, hein, ce petit morceau de cerveau, lui, qui est là pour un petit peu mettre les choses au point. C'est celui qu'on appelle l'arbitre. Et bien, celui qui a répondu Paquito, il a fait, si vous étiez à la conférence de Pascal il y a un moment, c'est son système 1 qui a fonctionné. C'est-à-dire, c'est un petit peu impulsif, on ne réfléchit pas. Ce sont des choses qui sont déjà prêtes dans notre cerveau et qui vont faire qu'on va foncer vers une réponse. Ça, dans nos classes, c'est assez fréquent, c'est-à-dire l'élève fait souvent appel à son système 1. C'est des logiques de pensée qui sont là et le cerveau, hop, il va donner une réponse. Sauf que
nous, avec ce processus-là, on va apprendre à l'enfant à faire appel à son système 2, c'est-à-dire un système beaucoup plus réfléchi, prendre du recul par rapport à la tâche qui a été donnée et à cette importance de modifier ceci. Alors là, on a eu un super livre que nous avait conseillé Pascal qui était Apprendre à résister. C'est Olivier Houdet qui avait écrit ça. Et donc, apprendre à résister, ce n'est pas facile de faire travailler son système 2. Donc, on a ce fameux petit arbitre qui vient taper sur la tête de ce monsieur rigolo là qui fait partie du système 1 et qui va donner des réponses un peu impulsivement. Et nous allons apprendre donc à contrôler ce système 1 et de faire fonctionner le système 2. C'est-à-dire l'enfant doit, à un moment donné, presque mordre sa langue, prendre du recul, du temps pour aller chercher sa réponse. Là aussi, on a expliqué à l'enfant et on a fait jouer ces 3 personnages. Donc, bon, moi, personnellement, parce qu'ils étaient plus parlants déjà pour moi, je les ai appelés Monsieur Rigolo. C'est le système 1 qui répond un peu à tort et à travers. Et puis, il y avait cet arbitre-là qui venait taper sur la tête de ce monsieur rigolo. Et il y avait Monsieur Sérieux. C'est ce système 2 qui va se mettre en place. À force de répéter, parce que c'était des rituels, attention, est-ce que tu crois que c'est ton monsieur rigolo qui a répondu là ou est-ce que c'est monsieur Sérieux? Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait bloquer ce système 1, ce monsieur rigolo qui répondait à tort ou à travers. Et ils ont pris également conscience qu'il y avait des choses pour lesquelles il était important de laisser parler ce monsieur rigolo. Des choses qui étaient déjà dans notre mémoire à long terme. Par exemple, le 2+2. Le 2+2, un enfant qui arrive au CP, 2+2, il le sait déjà. Il n'a pas besoin d'aller faire appel à ce système 2 qui est beaucoup plus réfléchi, qui va demander à ce qu'il y ait des logiques de pensée qui se mettent en place. Donc, on va leur faire comprendre que oui, parfois, il faut le laisser fonctionner, mais que bien souvent, quand on est en classe, il y a des choses qu'il vaut mieux, prendre avec beaucoup plus de recul, laisser le temps à son cerveau de faire déjà, comme disait Pascal, il y avait une image formidable qu'elle nous a donnée et qu'on donne, nous, à nos élèves, c'est cet algorithme, ce petit fil dans notre cerveau dans lequel on va mettre progressivement des perles de couleurs pour arriver à acquérir une notion. Et ça, quand on leur dit ça, toujours avec des CP, des CE1, c'est formidable pour eux. Parce que quand vous lui dites « Waouh, aujourd'hui, tu as rajouté des petites perles à ton collier », pour apprendre, par exemple, on va dire la dizaine, et bien petit à petit, l'enfant il va commencer à construire cette dizaine, et au fur et à mesure qu'il arrive, le fait de lui dire « Waouh, tu as vu, eh bien, tu as ce monsieur Sérieux qui a travaillé, et tu es en train de rajouter des petites perles de couleur à ton collier, jusqu'à ce que tu puisses un jour le fermer. » Ce sont ces chemins neuronaux qui se mettent en place, qui vont se creuser, où le sillon va être de plus en plus important et où on va vraiment apprendre à l'enfant à faire travailler de plus en plus ce système 2. Et justement, ce que nous pouvons faire en classe, c'est travailler sur l'inhibition, qui est en fait tout un travail justement pour stopper toute réponse hâtive. Donc, ou impulsive. Donc, par exemple, par le biais de petits jeux comme 1, 2, 3 soleil ou le jeu de la statue. Voilà, le jeu de la statue, etc. Donc, il y a pas mal de petits jeux qu'on peut mettre en place qui sont faciles à mener et très rapides et qui vont vraiment permettre aux enfants d'apprendre à se canaliser. De s'entraîner. On s'entraîne un petit peu à faire fonctionner ce système 2. Donc, 1, 2, 3 soleil, Jacques a dit, les jeux de la statue, ce sont des choses enfants et qui vraiment leur permettent de solliciter ce système 2. On vous invite à écouter maintenant la petite je suis pas sûre qu'on ait le temps du coup et je suis pas sûre de mon ordinateur là. J'avoue que je perds un peu le contrôle de mon ordinateur. Donc comme ils auront le support, peut-être qu'ils regarderont du coup elle explique vraiment très bien cette petite fille. Donc franchement, nous vous invitons à la regarder. Oui, et puis il est déjà 7 heures, du coup on a. Donc vous aurez tout ça et vous regarderez la petite vidéo parce que c'est très explicite. Hein. On va découvrir le 6e défi. Hein. C'est le fameux PIM. Donc tout à l'heure les collègues
était curieux de ce qui se cachait derrière le PIM. Exactement. Ben, pour la faire découvrir justement ce système PIM qui était l'aboutissement de tout ce qu'on a vu auparavant, ils avaient donc 2 labyrinthes à billes. Il y en avait un qui avait des arrêts et l'autre qui n'en avait pas. Et en fait, ils ont vite pris conscience que quand il y avait des arrêts, c'était plus facile d'amener la bille à l'arrivée. Et donc, en fait, un PIM, c'est comme ça pourrait être aussi un mode d'emploi pour se concentrer sur une tâche. Donc, en fait, dans PIM, il y a ces 3 lettres. Il y a P comme le pouce, P de la perception. On fait attention à quoi? Donc, en fait, c'est amener l'enfant à prendre conscience de la perception de l'exercice. Ensuite, on a le I qui est en fait l'intention, donc qui se montre par l'index, qui est de savoir qu'est-ce que je cherche à faire. Et donc, toujours amener l'enfant à verbaliser ce qu'il cherche à faire. Et alors, le 3e, qui est le M, le majeur, manière d'agir. Donc, comment on s'y prend pour y arriver. Et donc, si l'enfant arrive à verbaliser ces 3 termes, il a la tâche donc de mettre tout son système intentionnel en action. Au niveau donc de solliciter en fait les différentes clés qu'on a vues juste avant. Tu veux compléter ou... Non, c'est bon. Et du coup, là aussi, il y a une petite vidéo sur laquelle les deux élèves là, nous expliquent avec brio le système PIM après avoir exploré les deux types de planches, donc avec arrêt et sans arrêt. Exactement. Oui, le PIM, Clélia, c'est perception. J'en profite aussi pour dire qu'on s'est basé sur le livre très intéressant de Jean-Philippe Lachaud, Les petites bulles de l'attention. Qui explique vraiment très bien sous forme de petites bandes dessinées et qui est vraiment facile à lire. Et il y a 2 versions, il y en a une qui est un peu plus, plus ludique et l'autre qui est un peu plus conséquente avec moins de dessins. Mais les petites bulles, c'est vraiment un bel outil pour comprendre justement différentes notions à ce sujet. Alors, rapidement, peut-être… Pour les outils, bien sûr, il y avait les outils élèves. Donc, on vous les a présentés tout au long du diaporama. Il y avait ce trousseau de le trousseau de clés où chaque enfant avait une clé qu'on lui a donnée. Il y avait cette fameuse horloge biologique. Ensuite, on avait fait imprimer des petits fascicules qui… je sais pas si tu… Il faut passer à la dia suivante. Un petit fascicule personnel où l'enfant pouvait rajouter des choses, dessiner des choses. Donc, voilà, c'était en fait, c'était comme un référentiel auquel il pouvait aller piocher à un moment donné quand il avait quelque chose à se remémorer. Puis, à l'affichage de classe, on avait donc ce rappel, le regard, l'attention, la posture, les pensées, l'étirement et le laisser-faire. Donc, c'était la distraction, ça. Et l'enfant était très rapidement capable d'aller voir ce qui n'allait pas, ou même c'était les camarades qui faisaient remarquer à un autre, attention toi, regarde la posture, là ça veut dire que tu ne peux pas être complètement attentif parce que tu te tiens mal, ou toi regarde, tu es en train de ramasser tes trucs, tu n'écoutes pas, attention. Ils étaient capables, eux déjà, entre eux, de se rappeler à l'ordre. Ensuite, Audrey tout à l'heure nous a dit que bien évidemment, nous on avait besoin d'une feuille de route, donc on avait… construit ce document-là. On va pas vous le lire, mais voilà. Donc, sur quoi on allait vraiment travailler. Donc, le rappel, le système 1, 2, 3. Et puis, plus bas, c'est le PIM et les clés. Donc, chaque clé qui était donnée à l'enfant. Mais il faut savoir que par rapport à l'évaluation, on s'est basé que sur 3 éléments. Il y avait donc le… C'était lequel? Oui, pour l'évaluation, on s'était basé sur, bien sûr, le système 1, 2, 3. On s'était basé sur le PIM et puis sur le rappel. Parce que, bien sûr, on avait zappé un petit peu la biorhythmicité, des choses comme ça, parce que c'était quand même assez vague, vague, ça pouvait être variable d'un enfant à l'autre, alors que PIM, système 1, 2, 3 et quoi? Excuse-moi. Rappel. Et le rappel, ça, c'était des choses vraiment qu'on pouvait évaluer plus facilement. Et puis surtout qui sont intéressantes à mener en classe dans notre pratique pédagogique, justement, pour les aider à prendre conscience de ces éléments.
Donc, voilà. Au niveau de l'évaluation, ça portait sur ça, mais tout le parcours de l'outil, on a traité les cyclés de toute façon. Il y a une petite vidéo finale. Il y avait, bon, elle est magnifique cette vidéo parce que les enfants arrivent à tout expliquer, mais peut-être qu'on leur laisse. On a été très bavarde. Non, tu préfères la mettre? Ok. Non, mais tu vois, j'ai pas le son. Non, pardon. Donc, Alors, le rappel, c'est R de regard, A de attention, P de posture, P de pensée, le E de étirement et le L de laisser faire. Oui, c'est vrai que certains enfants, parfois, ont besoin de bouger pour qu'ils restent attentifs. il y avait une question de Loïc tout à l'heure, peut-être si Pascal est toujours là, peut-être que Pascal, si tu peux répondre. Loïc nous demandait si le système 1 et le système 2 avaient un rapport avec les cerveaux limbiques, reptiliens et cortex. Alors, avant de dire de grosses bêtises… Non, ça n'a rien à voir. En fait, on ne parle plus du tout aujourd'hui de ce cerveau triunique de MacLean. On ne parle plus de ces trois zones du cerveau. Le cerveau, c'est une organisation cérébrale de toutes les parties du cerveau. Ce sont des réseaux de neurones et des réseaux de neurones. Donc, ça n'a rien à voir avec le cerveau 1, 2, 3 qu'on n'utilise absolument plus aujourd'hui. On ne parle plus de cerveau 1, 2, 3 aujourd'hui. Ah, il y a des messages. Il y avait aussi une question sur le temps dédié au projet qui a été… Est-ce que ça veut dire depuis du début du projet jusqu'à la fin, quand on le mène avec les enfants? C'est ça la question? Je pense que c'est ça, c'était le nombre de semaines. Alors, on avait tout planifié. Attends, je vais vous dire ça. On va peut-être continuer. Par rapport à la posture, certains enfants ont besoin de bouger, mais restent attentifs. Oui, tout à fait. Ça aussi, il faut que nous, maîtres, soyons, on va dire, indulgents et flexibles par rapport à ça. Moi, personnellement, j'avais un enfant à l'époque, justement, où on menait cette expérience qui avait vraiment besoin de bouger. Donc, j'avais trouvé une place dans la classe où il avait un petit espace où, voilà, sans déranger les autres, il pouvait se lever, voilà, bouger sans vraiment déranger la classe. Mais je lui donnais, oui, cette possibilité-là. Et puis, j'en profite en attendant que Cécile trouve la réponse, mais moi, je crois que ce qu'il faut encore souligner dans notre intervention, c'est la place de l'erreur. Le répéter, le redire, se servir de ça comme tremplin. Et à force de le dire dans les classes, mais j'ai besoin de ça, vas-y, n'aie pas peur de te tromper, bravo, mais bravo, tu nous as montré un chemin. Maintenant, voyons, et on prend du recul justement avec ce système 2, et l'enfant, là, il va construire vraiment un savoir parce qu'il est capable d'analyser son erreur et d'y remédier. Et ça sert aussi au père. C'est super important. C'est super important. Alors, j'ai donc la réponse. En fait, la durée, ça s'est étalé sur 7 semaines avec environ 2 séances par semaine. Et donc, ça fait un total de 20 jours. Et en fait, après, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, en classe, on fait à chaque fois des rappels par rapport aux clés parce que l'idée, c'est que l'enfant acquiert cet outil et qu'il puisse l'utiliser dans son quotidien et qu'il continue de le faire. C'est-à-dire ces outils, ça a été notre fil conducteur pendant toute l'année. C'est-à-dire on était toujours en référence avec ces différentes clés. Et tout à l'heure, il y avait une personne qui a demandé est-ce que les bons élèves sont qui sont fatigués. Alors non, pas au début, parce que tout le monde au début veut faire plaisir à la maîtresse. Non, mais moi c'est top, hein, maîtresse, c'est super, moi je vais bien en ce moment. Et au fur et à mesure de demander à différents moments de la journée, comment tu vas, et bien à un moment donné, on se rend compte que même ceux qui veulent toujours montrer que tout va bien pour eux, à un moment donné, il arrive à dire, aujourd'hui, tu sais, ou à un moment donné, là, maintenant, à ce moment de la journée, c'est vraiment pas top. Hein. Donc oui. Merci Maryse. Alors, est-ce que c'est une question très intéressante? Est-ce que justement les élèves ont poursuivi avec leurs outils en cycle 3? Alors, il y a eu ce confinement qui nous a quand même plombé à nous, mais plombé aussi les élèves. Donc, ce confinement a fait que on n'a pas trop de regard là-dessus. Par contre, on a peut-être le regard de certains enfants de collègues qui arrivent à faire toujours référence, oui, à certaines choses.
Alors après, voilà, c'est comme tout, hein, si les outils d'une classe à l'autre ne font pas partie de la mallette de l'enfant, du coup, l'élève, même s'il les utilisait l'année dernière, ben, petit à petit, il va s'en défaire. Alors après, c'est vrai que ce confinement, et on est frustré, Pascal, je ne vois pas ta caméra, je ne te vois pas, mais c'est vrai que on était vraiment déçus de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout parce qu'on aurait aimé justement aller jusqu'à l'évaluation parce que tout était prêt jusqu'à l'évaluation. On n'a pas pu du coup, quelque part, voir l'impact de notre expérimentation, puisque ben, on n'a pas réussi à mener l'évaluation. Donc, c'était pour répondre à une question. Mais bien évidemment, les collègues, pour le coup, je pense que ça a été très riche pour vous. Et aujourd'hui, je suppose que tout ce que vous avez expérimenté maintenant fait partie de votre bagage, de votre cartable. Et pour répondre à Julie qui demande à quelle période de l'année en CP, effectivement, alors le CP, moi, je n'ai pas démarré tout de suite, bien évidemment. Hein, il faut attendre que certaines choses se soient mises en place. Donc, moi, j'ai démarré à partir du mois de janvier. Moi, là, je suis occupée à le faire revivre avec mes élèves. Bon, ça demande de l'organisation parce qu'on est effectivement en demi-groupe et à mi-temps. Mais j'ai commencé la semaine passée. Je suis donc en train de leur faire découvrir le deuxième défi sur les distracteurs. Et je trouve que ça a vraiment tout son sens. Alors maintenant, il faudrait essayer de trouver justement comment l'enfant peut aller au-delà dans les classes d'après pour pouvoir continuer à mettre en place, à mettre en pratique ces outils. Donc peut-être à sensibiliser les collègues. Il faut voir un petit peu, faut se questionner par rapport à ça. Alors, pour répondre à Agnès, non, cette année, moi, personnellement, je ne l'ai pas remis en place avec mes CP parce que justement, on a ces demi-groupes, donc un temps assez restreint avec des priorités, bien évidemment, au CP. Mais dès qu'on retrouve une situation normale, bien sûr que je vais le remettre en place parce que c'est un outil formidable et on a vu les résultats auprès de nos enfants, ouais. Surtout si vous regardez les petites vidéos, vous allez voir comme ils ont cette aisance à exprimer ce qu'ils ont vécu. Parce qu'en fait, ce qui se passait aussi, c'est qu'à la fin de la réalisation, donc une fois qu'ils avaient remporté tous les défis, on leur demandait de pouvoir aussi verbaliser ce qu'ils avaient retenu. Et c'était en ça qu'on voyait aussi s'ils s'étaient approprié l'outil, en fait. Et ça a été quand même une belle expérience et de sacrées surprises. De sacrées surprises. C'était vraiment super. Pour répondre à la remarque de Maryse, un grand merci. J'ai eu la chance, moi, justement, de participer des élèves de CE2, puisque l'expérimentation aussi avait été menée dans une classe sur Casablanca. Et donc, les élèves m'avaient invité, j'avais reçu une petite invitation où, justement, ils avaient, à la fin de l'expérimentation, voulu partager avec des invités dont je faisais partie, tout ce qu'ils avaient appris et retenu. Et donc, oui, bien sûr, le fait qu'ils puissent présenter, verbaliser, expliquer quels étaient les outils qui les aidaient à mieux travailler, c'était fait avec leurs mots. C'est vraiment un bon indicateur aussi pour voir l'appropriation des outils. Après, voilà, comme tout outil, il faut que ça s'installe dans des rituels pour que ça devienne automatique. Mais en tout cas, les premiers retours étaient très positifs. Et puis, les élèves de suite en perçoivent l'enjeu et l'intérêt. Donc, ça fait des élèves vraiment heureux, je pense, et puis qui se sentent bien dans leur classe puisqu'ils ont les clés de la réussite. Pour répondre à Maryse, oui, effectivement, Maryse, le fait que l'enfant soit capable de restituer oralement ce qu'il a compris de son fonctionnement, du fonctionnement de son cerveau. Et on avait aussi le retour des parents par rapport à ça, parce que l'enfant racontait à la maison ce qui se passait dans la classe et leur expliquait. Les parents étaient tellement étonnés et venaient nous voir en disant « Waouh, mais on ne sait pas ce que vous avez raconté à nos enfants, mais ils nous expliquent des choses quand même. Est-ce que c'est vraiment de leur âge qu'ils arrivent à expliquer ça ?» Ben oui, c'est vraiment de leur âge. Et effectivement, Maryse, nous, notre première évaluation et ce qu'on a fait remonter à Pascal, c'était que oui, les élèves comprenaient. Et c'était une demande de Pascal de faire en sorte que ce message arrive à l'enfant et qu'il comprenne comme un adulte, comment fonctionnait son cerveau. Quels étaient les mécanismes qui faisaient qu'à un moment donné, son cerveau lui permettait d'être attentif ou de pouvoir faire une tâche, d'y prendre du plaisir. C'était bien sûr, c'était une première évaluation pour nous, bien sûr. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Les collègues sont très intéressés. Ne vous inquiétez pas, on va vous préparer un petit mail avec les petites vidéos pour vos élèves, les petites vidéos témoins, le diaporama. Vous aurez tout. Et puis, si vous êtes parent,
ça donne aussi quelques clés. Et alors, la petite anecdote, c'est qu'un jour, mon fils me dit, maman, t'arrêtes de me faire faire ce que tu lis dans tes livres. Donc, ça marche du tonnerre. Et vraiment, ça donne des clés pour le bien-être de l'enfant, tout court. Un grand merci. Cécile, Sonia, un grand merci pour votre confiance, parce que quand je vous ai sollicité, vous m'avez dit de suite oui. Donc, un grand merci. C'était important pour moi que vous puissiez rendre compte de cette jolie expérimentation. J'ai adoré travailler avec vous pendant l'expérimentation. J'ai vraiment aimé travailler avec vous pendant vos vacances pour préparer cet atelier. Donc, un grand merci. Merci à Pascal, parce que c'était une aventure extraordinaire et je vais avoir la chance de la poursuivre, il me semble, dès l'année prochaine avec Pascal. Donc, un grand merci et voilà, il faut continuer sur ce chemin. Et je confirme que vous avez fait un sacré boulot. C'était du très haut niveau. Bravo. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal, encore une fois. Et puis, voilà, devant un public, on voudrait te dire combien tu nous as éclairé, combien tu as changé notre manière d'appréhender la classe, de voir nos élèves différemment encore. Hein. Merci pour ça. Et au nom des enfants qui ont pu bénéficier de ça, ben, on te remercie. Ouais. Un immense merci, Pascal. Merci. Merci à vous. Et l'aventure continue. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.